Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une vidéo assez spéciale à vous présenter. Il s'agit d'une vidéo sur la carrière à l'international. Travailler à l'international, ça ne veut pas nécessairement dire que tous les jours on prend l'avion ou qu'à tous les mois on habite dans un nouveau pays. La carrière à l'international, ça peut être aussi simple que faire un stage à l'étranger. Ça peut être aussi très virtuel. On voit maintenant avec l'évolution de la technologie qu'il est possible d'avoir une carrière, de travailler avec un groupe virtuel à l'international sans devoir quitter notre propre chez soi. Je pourrais travailler à l'international dans le confort de mon salon. Beaucoup d'entreprises, de plus en plus en fait, ont des départements qui, justement, font affaire à l'étranger. La définition de carrière internationale est très vague. Enfin, on peut y inclure beaucoup de choses. On parle ici de stage à l'étranger, on travaille avec une équipe virtuelle, puis on a aussi le bénévolat à l'étranger. En fait, une carrière à l'international, il s'agit seulement que d'une série d'activités reliées au travail au cours d'une vie. Dans les écrits, on va noter toutefois 3 éléments de la carrière internationale. Le passage courant de diverses frontières culturelles, les responsabilités mondiales et ou transfrontalières, et le passage courant de divers fuseaux horaires. Ça, c'est à quoi on pense quand on pense à voyage ou carrière internationale, avec le fait de prendre l'avion. Donc ça ici, ça fait partie de la définition qui est plus physique. Tandis que la première, quand on parle de culture et de frontières culturelles, on parle de travailler avec des différentes nationalités, différentes ethnies, en fait, différentes personnes à travers le monde. Ensuite, on a le voyage d'affaires. Quand on pense à voyage d'affaires, on peut penser à une durée. Mais à quelle durée, c'est différent tout le temps et partout. Ça peut durer 3 jours, 21 jours, 1 mois, tout dépend de la situation. Quand on pense à la carrière à l'international, c'est normal qu'on pense à affectation à l'étranger. On a les ententes de type navette. C'est des affectations à l'étranger qui sont de durée courte, répétée. Prendre l'avion, partir un séjour à l'étranger, de revenir, passer un séjour ici, ainsi de suite. Je pense que vous comprenez le principe. Finalement, il y a le travail virtuel. En temps de pandémie, je pense qu'on s'est rendu compte de l'importance et puis de l'efficacité du travail virtuel. Quand on parle d'affectation à l'étranger, on peut aussi penser à des plus longues durées, 3 et 5 ans, de plus courtes durées, quelques mois, de 3 à 12 mois. On a aussi des affectations ponctuelles, 1, 2 mois. Il était aussi important de parler de l'expatriation. Donc, tantôt, on parlait d'affectation à l'étranger. L'affectation à l'étranger, ça, c'est quand la compagnie décide d'envoyer un employé à l'extérieur. Mais l'expatriation, c'est quand nous, on auto-initie le départ. Donc, si moi, je veux une carrière à l'international, je pourrais travailler pour déjà une compagnie, puis la compagnie décide de me placer à l'international, ou je me cherche une compagnie à l'international et puis je déménage. Pour recruter à l'international, toutes les compagnies ont leur façon de faire. Il n'y a pas une façon de fonctionner. Donc, la compagnie A pourrait recruter d'une façon A, tandis que la compagnie B pourrait recruter d'une façon B. Ça dépend des compagnies. En matière de recrutement à l'international, j'ai pensé qu'on pourrait faire le focus sur une compagnie, une multinationale, Google. Afin de démystifier un peu comment ça se passe, le recrutement, et comment ça se passe à la maison mère de chez Google, j'ai réussi à rentrer en contact avec 2 experts, 2 personnes qui travaillent chez Google actuellement. Je vous laisse écouter les entrevues que j'ai fait avec eux. Bon, ben, bonjour tout le monde. Là. Je sais que je peux pas interagir avec vous, mais je veux quand même vous dire bonjour là, à ceux qui regardent la vidéo. Je m'appelle Pierre-Alexandre Daniel. Donc, le processus d'embauche se fait selon 3 étapes. La première étape, c'est que en fait, ça vient du candidat. C'est le candidat qui va décider dans quelle ville et dans quelle filiale de Google il voudrait travailler. La deuxième étape, c'est qu'il va prendre connaissance des offres qu'on a mis sur notre site. Puis pour voir encore là, c'est au niveau des compétences, si ça marche. Puis il va par lui-même, par la suite, il va soumettre lui-même son curriculum vitae. L'entrevue qui se faisait aussi par téléphone, par Google Meet, qui dure une 30 à 45 minutes, juste pour prendre un peu, savoir à peu près là, qu'est-ce que le candidat veut, voir si ça marche déjà. Puis par la suite, c'est ça, la dernière étape, comme je vous le disais, c'est finalement la rencontre en personne là, qui va se faire. Qu'est-ce que ça prend pour être admis comme employé, pour être recruté chez Google? À vrai dire, on va regarder vraiment 4 concepts en entrevue. Premièrement, on va regarder les capacités cognitives générales, le leadership, donc voir si les personnes sont capables de prendre des initiatives, d'aller au-devant de ce qu'on leur demande. Aussi les connaissances liées au rôle. Et finalement, on va regarder la gogolitude. Googlitude. On appelle la Googlitude parce qu'on appelle ça vraiment plus dans l'entreprise Google. Donc, comment cette personne est capable de varier selon, je vous dirais, là, varier selon le climat, comment elle est capable de bouger à travers toutes les choses qui peuvent arriver. On a vraiment donné un nom, là, on appelle ça la Googlitude.
Euh, Finalement, après le processus d'entrevue, ce qui se passe, ça vient la décision. Le fait du candidat va être encore évalué par un autre comité de recrutement qui est bien entendu différent de celui qui a fait l'entrevue en premier lieu. Par la suite, une fois qu'eux auront décidé d'accepter le candidat, donc ils ont accepté la candidature, on va transmettre la candidature à un responsable senior. Puis par la suite, au directeur, qui eux, bien évidemment, ont le dernier mot. Puis une fois que les directeurs ont choisi le candidat, bien évidemment, une offre lui sera proposée. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le processus de recrutement peut sembler long et exhaustif, mais la compagnie se permet d'aller chercher vraiment les talents les plus intéressants. On reçoit plus de 2 millions de candidatures là, presque à chaque année. Là. Donc, on veut vraiment là, aller chercher les personnes qui sont vraiment les plus créatives. Là. On utilise 5 techniques pour aller chercher les candidats les plus intéressants. La première technique, c'est qu'on ne doit pas se fier aux premières impressions. Bien évidemment, on regarde qu'est-ce que le curriculum vitae dit, qu'est-ce qui est écrit, puis là-dessus, on se pose une petite idée, mais par la suite, en entrevue, bien évidemment, on essaie d'être clair, d'être précis, de ne pas trop voir, de ne pas se fier au genre, de ne pas se fier, bien entendu, à la race, comme c'est prévu, là, on respecte les chartes, bien évidemment, à ce côté-là. Donc, ça, c'est une des premières techniques. La deuxième technique, c'est on croise les techniques, c'est-à-dire qu'on va poser des questions qui vont permettre de vérifier là, si le candidat les possède, bien évidemment, toutes les capacités cognitives, le sens du leadership, puis c'est quoi son comportement aussi général. Donc, on essaie de voir, comme je vous disais, là, les 4 choses qu'on demandait, les 4 grands concepts. Bien là, c'est là où on essaie de croiser les techniques juste pour voir. Là, donc, on va poser des questions différentes là, à chaque fois, là, pas dans un ordre précis, là, bien évidemment. La troisième technique aussi, on se pense plutôt à appliquer une méthode identique pour tous les candidats. Puisque la méthode précédente, là, on demandait par rapport à des questions générales, mais là, maintenant, on va regarder c'est quoi les réponses uniques qui ressortent de chaque candidat pour voir s'il y a un fit avec le poste et la compagnie. Finalement, la quatrième méthode, c'est la rencontre du candidat doit se faire là, avec sa future équipe. On va demander à l'équipe qu'on prévoit dans laquelle le nouveau candidat va s'ajouter ce qu'il en pense. Donc, on va voir est-ce qu'il y a un fit. Finalement, la dernière méthode, à recruter le candidat le plus intelligent, toujours rester là, à la tête de nos compétiteurs. Vous êtes à Montréal. Ben oui, bien sûr. On est ancré au centre-ville de Montréal depuis 2004. On a toute la Google attitude, là, cette façon de voir les choses. Depuis en 2019, on a ouvert un studio qui s'appelle Stadia pour créer des jeux vidéo. On a mis aussi une équipe en intelligence artificielle, Google AI. Donc, par rapport au processus, vraiment par rapport à Montréal, là, il y a bien des choses qui sont importantes. Premièrement, il faut savoir parler français. Si, exemple, le candidat parle très bien anglais, on s'entend, l'anglais, c'est la langue de la maison mère, donc c'est important. Mais aussi, Google tient à cœur à ce que les personnes qui travaillent dans les provinces, dans les territoires, dans les pays cernés par une autre langue, qui puissent parler avec la population. Donc, on va demander, par exemple, pour Montréal, de parler très bien anglais, mais aussi de parler très bien français. Une autre chose, bien évidemment, et ça s'applique pour tous les filiales à Google, on va chercher des compétences dépendamment des pays, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve à travers le monde. Notamment à Montréal, c'est une des choses qu'on recherche, c'est notamment on voit qu'ici, la cybersécurité est très importante. Elle est importante partout, mais il y a des cours qui se donnent dans certaines universités. Donc, on va vraiment regarder si les finissants de ces universités-là ont aussi les compétences en cybersécurité pour pouvoir vraiment aller chercher ces personnes-là et les mettre au profit de notre entreprise. Je vous laisse vous présenter. Oui, c'est ça exactement. Je suis spécialiste en acquisition de talent chez Google. Tout comme vous, j'ai gradué à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal en 2013 dans le cadre du profil international. Rapidement, mon background chez Google, j'ai travaillé 3 ans à la maison mère à Mountain View, en Californie. Puis je suis maintenant depuis 2017 ici même à Montréal dans les bureaux de Google. Donc, j'ai eu la chance de faire mon stage en Californie avec le profil international. Les gens se demandent mais pour quelle raison un Montréalais se retrouverait en Californie? Mais Google offre beaucoup quand même de possibilités d'offres de stage aux étudiants étrangers, ce qui est super. Moi, j'ai eu des très bons souvenirs de mon stage. Une super belle expérience. J'ai rencontré de très belles personnes. Très formateur. J'ai pu visiter le grand campus en Californie, que je vais vous en parler même, ça en vaut la peine. Mais non, c'était définitivement une belle expérience. Je le conseille à tout le monde.
Pendant 3 ans, j'ai été à Mountain View, en Californie, à la maison mère. Je vais vous en parler un peu. Pour commencer, Google, c'est une grande multinationale qui œuvre dans le secteur des technologies et des communications. On emploie à peu maintenant 130 000 personnes à travers du monde. On a 70 bureaux répartis dans 50 pays, dont un même ici à Montréal. Tant qu'au siège social en Californie, il s'appelle le Googleplex. Il est divisé en plusieurs campus, il y a plusieurs bâtiments, tous à la fine pointe de la technologie. Donc, en tant que multinationale qui œuvre dans le secteur de la technologie, on doit s'assurer quand même d'être nous-mêmes à la fine pointe. Donc, nos campus le reflètent bien. Ils sont reconnus pour être mondialement, être hyper technologiques, puis on offre une grande diversité de services à nos employés, ce qui attire beaucoup aussi de talents internationaux. Je dois dire, moi-même, c'est ce qui m'a attiré quand je suis allé faire mon stage il y a déjà 9 ans. Nous, Google, on pourrait dire que c'est une compagnie qui tente de servir le futur avec ses concurrents. On mise beaucoup sur les aspects technologiques attirants aux yeux des compagnies, tout autant des particuliers. On offre une grande gamme de produits, non seulement pour les compagnies, les écoles, les industries, mais aussi pour les particuliers. Donc, c'est pas rare qu'on va voir beaucoup de personnes comme vous et moi qui utilisent quotidiennement des applications Google pour c'est quelle raison. Quelles sont justement la gamme? Moi, je connais bien YouTube. À part de ça, YouTube offre non seulement du divertissement, mais des emplois à beaucoup de créateurs qui sont de plus en plus présents sur notre plateforme, qui en font de ça leur métier même, que ça peut être assez lucratif. Puis des gens avec des millions d'abonnés, c'est de plus en plus commun et c'est vraiment beau à voir aller, je dois l'admettre. Sinon, il y a Google Chrome, un des navigateurs de recherche les plus populaires. Sinon, il y a Gmail, Google Scholar et Google Classroom. Ça, par contre, ça va plus pencher vers les écoles, on va dire. Donc, je pense à un lien avec la pandémie en ce moment. On a Google Pay qui est assez intéressant. On peut taper avec le téléphone, juste connecter l'application à ses services bancaires et les transactions sans contact. Très utile en cas de pandémie. On a vu une grande augmentation dans les... Sinon, il y a Google Maps qui est très utilisé aussi pour remplacer nos cartes en papier. Hein? Et les GPS, qu'on voit beaucoup moins de GPS. Maintenant, les gens sont capables d'utiliser leur téléphone. On a des... Vous étiez en fait au cœur de Google. En fait, vous nous parler un peu des valeurs? Google, on peut dire qu'on a à peu près 4 valeurs clés. Donc, 5, je dois dire même. Premièrement, il y a l'avancement et la durabilité. On essaye de recueillir et d'organiser des informations sur notre planète, puis d'appliquer des solutions à l'aide des technologies qu'on va développer pour bâtir un meilleur demain, puis créer un ensemble positif. Donc, on va vraiment être axé sur l'innovation, les avancements en durabilité. Donc, quand même une très belle vision d'essayer d'avoir un meilleur demain, d'avoir un meilleur monde plus durable, plus intelligent et tout ça avec l'aide de la technologie. Oui. Sinon, on vise beaucoup sur inclure les voix de tout le monde en promettant l'égalité, la diversité, l'acceptation de tous. Donc, ça va paraître dans nos embauches, ça va paraître dans les technologies. On va essayer de rejoindre le plus de personnes possible, sans laisser on ne va pas exclure personne non plus. On vise aussi, vu que, bien sûr, la technologie, par technologie, on veut aussi dire information personnelle. Protéger nos millions d'usagers, c'est c'est très important pour nous. Donc, c'est pour ça on développe encore aujourd'hui, on continue de développer nos programmes qui existent déjà pour continuer de protéger nos usagers et nos valeurs même, donc respecter la vie privée de tout le monde. On tente d'élargir les opportunités d'apprentissage et de développement. Avec plus d'1 million de dollars en subventions et d'1 million d'heures de bénévolat, donc dans les dernières années, on a investi dans toutes sortes de communautés, d'individus et d'économies. Encore une fois, on prépare de nombreuses opportunités pour aujourd'hui, mais on focus surtout sur demain. Donc, vraiment l'idée de préparer, développer un meilleur monde pour demain. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir avec nos technologies. J'espère que vous avez bien aimé les entrevues que j'ai pu passer avec les experts. Après m'être entretenue avec les experts, je me suis posé la question. Je me suis demandé à savoir combien est-ce que ça coûtait de travailler à l'international. Pas juste de postuler pour aller travailler chez Google Montréal, mais de complètement déménager. En fait, la recherche m'a démontré que, Google tient vraiment à cœur ses employés. Puis parce qu'ils sont à la recherche des meilleurs talents, elle y consacre beaucoup d'argent.
Après quelques recherches, on se rend compte que les avantages sociaux, ils sont très avantageux. De plus, lorsque l'employé est amené à déménager, la compagnie va compenser pour beaucoup des dépenses. Donc, par exemple, elle va payer pour 1 mois de loyer, un montant forfaitaire pour couvrir les éventuelles dépenses liées au déménagement et bien plus. J'ai trouvé beaucoup de vidéos, de témoignages qui sont faits à ce sujet et puis je vous mets les liens dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite une excellente journée et faites attention à vous pendant la pandémie. Bye!